L'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit aujourd'hui ses travaux par l'audition conjointe de plusieurs organismes représentatifs des médecins. Acteurs essentiels et pivots de notre système de santé, c'est pas moi qui dirais le contraire, les médecins sont en première ligne, non seulement face aux pénuries de médicaments, mais également face aux patients concernés. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de vous entendre aujourd'hui sur ce sujet précis. Parce qu'elles vous contraignent à adapter vos prescriptions et vos stratégies thérapeutiques, voire l'organisation coordonnée des soins, les difficultés d'approvisionnement en médicaments affectent largement votre exercice. Elles ont aussi des effets importants sur la prise en charge des patients et leurs pronostics que la commission d'enquête souhaite mesurer. Nous avons posé cette question à la CNAM, le coût finalement des effets secondaires de la pénurie, et c'est certainement un des éléments qui manque encore dans le paysage des informations que nous pourrions avoir. C'est pourquoi il nous est particulièrement précieux de bénéficier aujourd'hui de votre expérience et de votre analyse, non pas seulement sur les causes des pénuries constatées, parce que clairement, au niveau du diagnostic, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu étayé, mais surtout sur leurs conséquences dans le suivi et la prise en charge des patients, c'est-à-dire de façon pratico-pratique, comment ça se déroule, la pénurie de médicaments sur le terrain. Donc, sont présents autour de la table le professeur Jean-Paul Tignan et le docteur Yves Juillet, membres de l'Académie de médecine, le docteur Claire Ciré, président de la section santé publique de l'Ordre national des médecins, le docteur Patrick Léglise, délégué général de l'intersyndicat des praticiens hospitaliers, et il me manque... voilà, et Madame Lucie Hugues, qui représente l'ordre, enfin qui accompagne les juristes, voilà, de l'Ordre national des médecins. Je précise que MG France, premier syndicat représentatif des médecins généralistes, s'est déclaré n'a pas pu répondre à notre sollicitation et nous les donc reconvoquerons lors d'une nouvelle table ronde. Nous souhaiterions, Madame, Messieurs, que vous puissiez présenter très concrètement dans un bref, très bref, j'insiste, propos introductif, la manière, sinon je raccourcirai le propos de mon propre chef. Dans un bref propos introductif, la manière dont les pénuries de médicaments affectent la prise en charge des patients et les conditions de travail des médecins. Je vous céderai tour à tour la parole pour une durée de 5 minutes, et non pas 10, que je vous demanderai de ne pas dépasser, puisque vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation, ce dont nous nous félicitons. Puis Madame Laurence Cohen, donc rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions à laquelle je vous demanderai de répondre. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un excusez-moi, faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Professeur Jean-Paul Tignan, docteur Yves Juillet, docteur Claire Ciré et docteur Patrick Léglise. Je vous remercie et vais donc maintenant vous donner successivement la parole pour quelques minutes par organisme ou institution. Et vous voudrez bien, le cas échéant, indiquer vos éventuels liens d'intérêt. Donc, je vais commencer dans l'ordre d'appel. Le professeur Tignan, commencez. Mesdames, Messieurs, bon, j'ai 8 minutes de parole, mais si vous voulez, on pourra raccourcir. Je ne savais pas les 5. Bon, le manque de médicaments dans les pharmacies hospitalières et de ville n'est pas nouveau. Dès 2010, des rapports signalaient des ruptures d'approvisionnement, attiraient l'attention des pouvoirs publics sur les dangers auxquels les malades étaient exposés, aggravation de la maladie, perte de chance de guérison. C'est aussi pour les praticiens à l'hôpital comme en ville une diminution préoccupante de leurs possibilités de traitement, d'autant plus qu'il n'existe pas toujours des produits de substitution disponibles. Je voudrais ajouter ce que le Sénat a déjà relevé, le gaspillage du temps médical qui en résulte. Alors depuis, malgré des interventions importantes, j'insiste, des pouvoirs publics, loi de modernisation du système de santé, feuille de route ministérielle, loi de financement de sécurité sociale
décret relatif au stock de sécurité, la pénurie n'a fait que s'aggraver. Le nombre de signalements étant entre 2 000 et 3 000 par an, cette année certainement supérieur à 3 000. Cette pénurie n'est pas seulement française, elle frappe tous les pays de l'Union européenne. Le Parlement européen l'a identifié comme un problème majeur de santé publique. Bon, c'est-à-dire que le problème est à la fois difficile et complexe. Il s'explique au moins en partie par une conjonction de différents facteurs d'intérêts opposés, médicaux, économiques, industriels. Je me suis limité aux problèmes médicaux. Alors, la première question, est-ce que je peux avoir les diapositives ? Voilà, merci. La première question, c'est d'identifier les médicaments qui manquent. Alors, quelques-uns sont listés sur ce tableau, vous les avez tous entendus parler, ils sont dans la grande presse. D'une part, des principes actifs, soit la molécule de base qui sert à fabriquer le médicament. Alors, vous les voyez ici, paracétamol, xylocaïne, c'est-à-dire des produits d'utilisation courante, un antibiotique, l'amoxicilline, un anticancéreux, le 5-fluorouracil, sachant qu'il a aussi d'autres indications, et ce qui me paraît encore beaucoup plus important, toute la classe des glucocorticoïdes. Un seul fabricant pour le monde entier. Donc, d'une part, les principes actifs. Deuxièmement, les formes pharmaceutiques, c'est-à-dire le médicament proprement dit. Et là, ce sont en grande partie les préparations injectables, utilisées principalement à l'hôpital, évidemment dans les services d'urgence. Ces pénuries donc hospitalières, 60% des ruptures d'approvisionnement sont des médicaments injectables. Alors, c'est clair que c'est difficile de fabriquer des solutions injectables. Techniquement, c'est difficile, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un savoir-faire en France qu'on pourra utiliser. Et puis, maintenant, les médicaments ciblés. Alors, vers une population particulière. Alors, ce sont les médicaments pédiatriques. Le marché est trop petit, on dit que les Français ne font plus d'enfants. Et puis aussi gériatriques, parce que les posologies sont différentes de celles de l'adulte jeune. Ce que je voudrais signaler, c'est que toutes les classes pharmacologiques sont impactées par la pénurie. Elle est due soit à un arrêt de publication, soit de fabrication, soit à un arrêt de distribution. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Pardon, c'est celle d'avant. Alors, quelles sont les causes de la pénurie? Vous les connaissez, je vais les répéter, mais rapidement. Bon, ces médicaments sont des médicaments matures. Ils sont relativement vieux, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils ne sont plus couverts par un brevet, donc ils sont copiables. Pratiquement, on appelle ça généricables. Et ils sont généralement très largement copiés en générique. Leurs prix sont bas, sauf à les fabriquer à grande échelle. Ils ne sont pas ou peu rentables. On comprend qu'il n'existe qu'un petit nombre de fabricants, parfois un seul pour le monde entier. Il y a deux chiffres qui sont intéressants. 70% des médicaments utilisés dans l'Union européenne sont des génériques, et ça représente que simplement 30% du budget global. 70%, 30%. Bon, la fabrication est très réglementée, elle est encadrée avec de nombreux sous-traitants, chaîne de fabrication complexe. Ce qui me paraît important de vous dire, c'est que leur fabrication se fait à flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a peu de stock. Le fabricant a donc tendance à privilégier les acheteurs aux prix les plus élevés. Les prix sont fonction du prix de vente final. La France a les prix les plus bas du marché. C'est un handicap qui aggrave notre pénurie nationale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors ça, très rapidement, pour vous montrer simplement les difficultés de la fabrication d'un médicament, à chacune de ces étapes, du principe actif jusqu'au médicament principe générique, il y a des sous-traitants. Il y a donc des sous-traitants, ce qui fait que l'ensemble est extrêmement fragile, et on peut voir que dès qu'un maillon cède, la chaîne s'arrête. Donc, pratiquement, la conclusion, est-ce que l'on peut rapatrier toutes ces étapes en France ou dans l'Union européenne
Je pense qu'on ne peut pas facilement le faire et qu'il faut partager les rôles et poser la question, quelles sont les étapes que l'on peut relocaliser dans l'Union européenne? Diapositive suivante. Quand on parle de pénurie, on parle aussi de stock de sécurité. Ça paraît absolument l'évidence. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de stock de sécurité, l'administration a été très active. Elle a établi les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, tout le monde a entendu parler, MITM, des règles de signalement de tension d'approvisionnement, de volume de stock et de médicaments de substitution lorsqu'ils existent. Mais ces décisions françaises se heurtent à la législation générale européenne de libre circulation des biens à l'intérieur de l'Union. D'où des procès. La justice européenne s'est toujours prononcée en interdisant les restrictions quantitatives à l'exportation. Ce qui fait que là, il y a une divergence d'appréciation entre la France d'une part et l'Union européenne. Et je crois que ça souligne l'intérêt de la mise en place d'une politique européenne claire de santé et de ressources thérapeutiques. J'insiste beaucoup avec le problème donc des décisions de l'Union européenne. Je voudrais maintenant vous signaler un autre problème qui est un problème, à mon avis, surtout national, ce que j'appelle le double problème français de l'accès aux médicaments. Bon, l'idée générale, c'est de relever les prix trop bas des génériques. Plusieurs États l'ont relevé pour maintenir leur production. Mais, à l'opposé, nous avons des médicaments nouveaux, des médicaments d'innovation, type anticorps monoclonaux. Ils sont également disponibles. Eux, ils ne sont pas en pénurie, mais ils sont très chers. La médecine en a besoin. Question, que peut-on payer? Et vous voyez, pour moi, c'est une autre forme de pénurie qui se profile. Et là encore, un arbitrage est nécessaire dans une enveloppe budgétaire, je ne vous apprends rien, qui n'est pas extensible. Merci. Des sources et des besoins de principes actifs. Alors là, je parle de principes actifs, non pas de médicaments. La France produit environ 6% de ces principes actifs, l'Europe hors France, 9%. C'est-à-dire qu'il y a 85% des principes actifs qui nous échappent, que nous sommes obligés d'importer. Et pratiquement, c'est presque totalement de la Chine et de l'Inde. Bon, pour moi, c'est une situation qui est complètement inacceptable. C'est une dépendance absolument insupportable pour un pays comme le nôtre, surtout qu'une rupture d'approvisionnement est tout à fait possible. Et il y en a deux exemples. Le premier, c'est celui de l'Ukraine. Eh bien, la guerre de l'Ukraine a diminué la fabrication de différents médicaments. Bon, on parle aujourd'hui, malheureusement, d'une perspective de conflit entre la Chine et l'Inde. Qu'est-ce qui restera pour nos importations? C'est pas sûr, sachant que c'est la Chine qui fournit beaucoup de principes actifs à l'Inde. Donc là encore, je crois qu'il y a une solution, enfin, il y a des solutions, mais ce qu'il faut, c'est établir une liste nationale des médicaments indispensables à partir des listes existantes. Alors, bien sûr, le MITM, mais aussi les médicaments critiques. Il faut croiser avec celle des pénuries et étudier au cas par cas les possibilités de fourniture et de substitution. La diapositive suivante. Alors, quelques pistes pour assurer la pérennité de nos approvisionnements. Relocalisation totale ou partielle des fabrications. Est-ce qu'il faut relocaliser le principe actif ou le produit fini? Je pense que dans certains cas, c'est le principe actif, dans d'autres, c'est le produit fini. Il faut aussi faire l'inventaire du tissu industriel, voire recenser les usines chimiques, les façonniers, des gens qu'on pourrait faire travailler sur notre sol. Deuxième chose, partage des relocalisations indispensables entre pays membres de l'UE en fonction de leur capacité intellectuelle. Alors, je ne suis pas naïf. Jusqu'où la solidarité marchera-t-elle entre les différents membres de l'Union européenne? C'est quand même une question à poser. Et puis ensuite, identification d'autres sources externes, pérennes, pour diversifier nos sites d'approvisionnement. Je conclus. Pour moi, la situation est grave et elle implique d'agir vite. Bon, elle implique d'agir vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'Europe, parce que les décisions sont beaucoup trop lentes. Ce qu'on ne réussit pas à faire avec une seule nation, on ne va pas le faire plus rapidement avec 27. Je pense que c'est du bon sens. Alors,
Seules des solutions nationales pourront mettre un terme à la période de pénurie que nous connaissons. Elle passe par un relèvement des prix les plus bas et par une étude très sélective des besoins nationaux, orientée vraisemblablement vers les principes actifs, d'où la nécessité d'en dresser la liste. Tenter ensuite de susciter, voire de proposer des solutions européennes aux problèmes des pénuries. Par exemple, on pourrait partager la réalisation des stocks de sécurité suffisants pour toute l'Union européenne, visant à terme, le but, c'est l'indépendance européenne sanitaire. Enfin, il faudrait que l'Union européenne indique clairement la politique qu'elle entend mener en publiant sa loi sur les médicaments à usage humain, dont la publication est sans cesse reportée à l'heure actuelle, donc on attend la décision européenne. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup sur ces propos qui posent bien le sujet et qui abordent déjà pas mal de pistes et de solutions. Le docteur Claire Siré, s'il vous plaît, pour l'Ordre national. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Et l'Ordre va essayer de vous expliquer qu'aujourd'hui, ce qui pose le souci principal, c'est le travail des médecins au bénéfice des patients. Parce qu'effectivement, la pénurie en médicaments est ancienne, elle est devenue, hélas, régulière. Elle touche maintenant toutes les classes thérapeutiques et impacte lourdement, de façon inacceptable, le quotidien des patients et des médecins. Vous n'êtes pas sans ignorer la dernière pénurie en date qui a eu lieu cet hiver et qui a eu pour effet de majorer les difficultés d'accès aux soins de l'ensemble des patients qui, subissant déjà de plein fouet la pénurie d'offres de soins, se sont vus refuser la délivrance, voire la prescription de certains médicaments au motif d'une rupture de stock prévue sur plusieurs mois. Dans le même temps, évidemment, l'exercice de l'ensemble des professionnels de santé, dont les médecins, a été rendu très compliqué en raison de la pénurie simultanée d'antibiotiques majeurs, de cortisone perros et inhalé, et de paracétamol, alors qu'ils devaient faire face à 3 épidémies, bronchiolite, grippe, Covid. En fait, pour nous, la problématique principale, c'est la méconnaissance. Peu de monde, en dehors des pharmaciens, sait qu'on parle de rupture d'approvisionnement de médicaments lorsqu'une pharmacie est dans l'incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Peu de monde sait que pour connaître les ruptures de stock connues sur le marché, le site de l'ANSM recense les listes des produits concernés par les pénuries ou les tensions d'approvisionnement. Et que si le traitement n'est pas disponible en officine, le premier réflexe du pharmacien devra être de proposer une solution de remplacement avec par exemple un générique. Pour ce faire, le CNOM ne s'est pas oublié et a engagé depuis 2018 plusieurs actions. Un premier partenariat avec la NSM afin de travailler ensemble, afin de pouvoir donner les meilleures informations aux médecins dès que possible. Le CNOM a créé ainsi une rubrique vigilance et veille sanitaire sur son site qui permet de diffuser cette information. Mais aussi en septembre 2019 a été mis en place par la DGS un COPIL qui a fait 7 groupes de travail. Et parmi ces 7 groupes de travail, nous avons travaillé sur la transparence et qualité de l'information qui a été à l'origine de la rédaction du décret numéro 2021-349 que vous connaissez, qui instaure l'obligation pour les entreprises pharmaceutiques de constituer un stock de sécurité pour tous les médicaments destinés au marché national et qui a été publié le 30 mars 2029 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Par ailleurs, en 2021, le CNOM a contribué à la rédaction de la proposition de prise de position de l'Association médicale mondiale en soutien aux efforts visant à assurer la disponibilité, la qualité et la sécurité des médicaments dans le monde. Pour rappel, cette organisation internationale de médecins, fondée en 1947, avait pour objectif d'assurer l'indépendance des médecins et les plus hautes normes possibles en matière d'éthique et de soins. C'est une confédération d'associations professionnelles libres, financée par ses membres, qui sont au nombre de 116. Nous avons fait 14 recommandations, dont je vais vous donner les principales. Créer un organisme national chargé de rassembler et de faire connaître les informations relatives à la demande et l'offre de médicaments sur leur juridiction. Établir des normes et des mécanismes qui garantissent la continuité de l'approvisionnement en médicaments et ainsi évitent les pénuries. Améliorer bien sûr la surveillance de la chaîne d'approvisionnement de ces médicaments. Élaborer des stratégies d'atténuation pour lutter contre la dépendance des États à l'égard de la fabrication étrangère de médicaments. Inciter les autorités sanitaires nationales à s'approvisionner en médicaments essentiels afin de minimiser le risque de pénurie. Et aussi, permettre aux États membres de l'AMM d'acquérir, grâce à des contrats communs d'approvisionnement, des produits de santé, vaccins en nombre suffisant lors de pandémies et ainsi de peser plus lourd dans les négociations avec les laboratoires. Éviter aussi la logique du premier arrivé, premier servi, notamment en situation de pandémie, engendrant une compétition contre-productive allant à l'encontre de la protection de la santé publique.
Nous avons continué en février 2022 en participant avec l'ANSM à plusieurs réunions, et cette pénurie de cet hiver dont nous avons parlé a été à l'origine de 9 réunions communes afin de pouvoir informer au plus près de la situation l'ensemble des médecins du territoire. En effet, l'Ordre des médecins communique par plusieurs relais, son site internet évidemment, ses BOM, sa newsletter, son LinkedIn, et puis des brèves santé publique que nous faisons régulièrement, dirigés à l'ensemble des conseils départementaux. Mais malgré cela, l'Ordre remarque que l'information n'est toujours pas assez réactive et doit se compléter. En effet, car si les pharmaciens sont légitimement au fait de ces informations, les médecins restent encore beaucoup trop concrètement avertis par leurs patients. Se pose alors le problème des moyens alloués à l'information afin qu'elle soit accessible et complète, alors que le quotidien des médecins surmenés laisse peu de place au simple temps médical. Pour ce faire, et je vais conclure, le CNOM propose que ces informations de tension d'approvisionnement et de rupture de stock des médicaments ou encore d'un éventuel plan blanc à mettre en place soient disponibles en temps réel sur les logiciels d'aide à la prescription des médecins, sous forme pourquoi pas d'une alerte, ou bien via une application smartphone téléchargeable pour l'ensemble des médecins. Mais aussi, elle souhaiterait que la population soit informée, que les pouvoirs publics accentuent leur campagne d'information et de sensibilisation à celle-ci quant à la bonne utilisation des médicaments. On rappelle toujours, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça a été tellement important. Il s'agit d'éviter l'automédication et de responsabiliser la population. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Léglise, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, je vous remercie de me donner la parole. Je vais simplement déjà vous présenter quand même l'INPH, qui est quand même qui est un intersyndicat de praticiens hospitaliers et qui regroupe une quinzaine de syndicats, parmi eux les infectiologues, les internistes, les chirurgiens pédiatres, on a un syndicat généraliste d'hospitalo-universitaires aussi, enfin bon, des pharmaciens, des sages-femmes et aussi les dentistes, les odontologistes. Et pour votre information, dans le civil, je suis pharmacien hospitalier. Voilà. Donc, je sais que vous avez déjà audité les pharmaciens, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ils ont dit. La seule chose, c'est que je tenais à remercier mes collègues médecins d'avoir évité d'utiliser le terme molécule que mes confrères pharmaciens m'ont utilisé tout au long de cette audition, et je vous remercie beaucoup parce que les vrais termes, c'est médicament, principe actif, excipient, mais la molécule, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors voilà, après ce préambule, donc il fallait ça, il faut les conséquences pour les patients, c'est ça que vous vouliez savoir. En fait, comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, en France, il y a des pharmaciens qui passent leur temps et qui ont des obligations de résultat en termes de dispensation des médicaments. Et quand ils ont des ordonnances, ils ont l'obligation de délivrer, bien sûr après une analyse pharmaceutique, faut pas. Donc ils ont une obligation de fournir des médicaments. Et donc nous, on passe notre temps à gérer les ruptures. Donc ça c'est important. Et ce qui fait que, par exemple, dans les hôpitaux, on a quasiment une obligation d'avoir un stock tampon. Ce qui n'existe pas en ville ou dans la chaîne officinale et des grossistes répartiteurs. On est plutôt dans du flux tendu, comme on l'expliquait, mais dans les hôpitaux, on a à minima un mois de stock dans nos PUI. Et donc ça nous permet de tamponner les différentes ruptures, mais bien sûr, elles arrivent quand même il arrive un moment où elles arrivent jusqu'à nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on on arrive soit à des modifications de traitement pour les patients. Par exemple, la plupart des médicaments de cardiologie, par exemple les antihypertenseurs, sont quasiment tous interchangeables, puisque dans une même classe thérapeutique, on peut remplacer un sartan par un autre sartan, on peut remplacer un IEC par un autre IEC, on peut remplacer un inhibiteur calcique par un autre inhibiteur calcique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait communément depuis des années dans les hôpitaux, puisqu'on fait des appels d'offres,
on fait des mises en concurrence et on établit un livret thérapeutique. Et donc, quand un patient arrive dans un hôpital et qui a un médicament qui n'est pas au livret thérapeutique et qu'on peut proposer au médecin un équivalent pas forcément un générique, un équivalent, il y a une discussion médico-pharmaceutique qui s'installe et on change le traitement. Et ça pose aucun problème. Donc ça peut être des pistes de solutions, parce que, alors, il y a des pénuries, mais il y a quand même plus de 6000, je ne sais plus combien, il y a plus de 6000 spécialités sur le marché français. C'est-à-dire que moi, dans mon établissement, je suis dans un centre de gériatrie, bon, je n'utilise pas énormément de médicaments, mais on utilise 800 médicaments maximum. Donc voilà. Et un médecin, dans sa vie de médecin, en tout cas de généraliste, il prescrit entre 200 et 300 médicaments dans sa carrière. Hein, il va pas, voilà. Donc il faut voir qu'on a quand même des possibilités de substitution. Mais ça, et ça c'est quelque chose qui a été évoqué dans les autres auditions. Et c'est vrai qu'avoir quelque chose de bien établi et de validé de façon académique par les sociétés savantes, de possibilités d'interchangeabilité de certains médicaments, ce serait des pistes de réflexion. Donc les patients, moi quand je pose la question j'ai posé la question à mes médecins, en fait dans mon établissement ils s'en sont pas aperçus. Ils se sont pas aperçus du travail que l'on a fourni pour leur fournir leurs médicaments. Mais ils ont eu des alertes et on les a alertés plusieurs fois et voilà. Par nous, oui, par nous, oui. On a des ruptures quasiment toutes les semaines et tous les jours, et les médicaments, et encore les médicaments c'est rien, il y a les dispositifs médicaux, ils ont été mais on gère par an quasiment 200 ruptures en termes de dispositifs médicaux, hein, donc c'est énorme. Moi, je voulais revenir. Alors, en fait, en termes, quand les ruptures concernent des antibiotiques, ça nous oblige à faire des entorses au bon usage des antibiotiques, parce qu'on est obligé, par exemple, de remplacer un antibiotique par un autre qui n'était pas forcément recommandé en première ligne et qui élargit peut-être parfois le spectre, et donc qui nous fait faire des entorses au bon usage. Donc ça fait partie des choses. Et puis les patients, ce qui pose le plus de problèmes, c'est pour les patients qui ont des pathologies chroniques, quand on leur change leurs médicaments. Voyez ce qui s'est passé pour la lévothyroxine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la chose. Ça a posé énormément de problèmes, hein. Même si sur un plan purement scientifique, il n'y avait pas et en termes d'équivalence, il n'y avait pas de sujet, hein. Donc même en plus, par exemple pour la lévothyroxine, c'était un médicament qu'on a obligé d'améliorer la qualité du médicament au laboratoire, et ce qui a fait un tollé général. Mais moi, je le vois aussi quand on passe d'un générique à un autre, il peut y avoir des allergies qui se développent, et voilà, donc ça, c'est une chose. Moi, je sais aussi... Moi, j'ai une question que je me pose, c'est-à-dire qu'on a vu tous les tableaux de pénurie sur l'amoxicilline et le paracétamol, et on s'aperçoit qu'il y a 3 pays qui n'ont jamais eu de pénurie qui n'ont pas eu de tension sur ces produits-là. La Norvège, la Slovénie et le Danemark. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je n'ai pas analysé la chose. Et dans ce contexte de tension, on a vu que certains pays ont augmenté leur prix de médicaments. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un peu dans la même crise qu'avec les masques pour la Covid, c'est-à-dire que
eh ben, on augmente nos offres de prix pour avoir plus, pour être prioritaire sur les livraisons. Hein. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que le Portugal avait rehaussé ses prix et je crois que l'Allemagne aussi a fait la même chose. Et hop, comme par hasard, il y a eu beaucoup moins de tensions qu'en France. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et la proposition de l'Académie de médecine de dire qu'il faudrait qu'il y ait un prix régulé et européen, ça vraiment, s'il y a vraiment une chose qu'il faudrait faire, c'est vraiment ça, quoi. Ce serait vraiment la première chose, parce que ça permettrait déjà d'éviter cette concurrence entre États sur les médicaments. Bon, je voulais juste aussi insister sur le sujet des appels d'offres nationaux. Franchement, ça moi ça fait plus de 10 ans que je me bats contre ça. Hein. Ça a été instauré à l'époque. Je crois que la directrice de l'offre de soins c'était Annie Podder, et donc on nous a mis dans les pattes Uniachat et puis et tout ça au niveau des hôpitaux, et ça a contribué, ça contribue fortement. Alors, pas forcément sur les médicaments, mais principalement sur les dispositifs médicaux. Vraiment, ça contribue d'abord, à tuer la concurrence, à assécher le marché et à diminuer le nombre d'acteurs sur les territoires français. Donc là, il serait bien temps de mettre en place ce qui était recommandé d'ailleurs par la DGOS, hein, récemment, c'est de mettre en place des appels d'offres régionaux afin de morceler d'arrêter cette massification des appels d'offres. L'autre point que je voulais... Alors oui, aussi, c'est... Bon, la détermination des prix en France pose problème. Hein. On est... on est sur un établissement des prix en fonction du service médical rendu, qui a ses limites, mais pas seulement sur le service médical rendu. Les laboratoires négocient avec les États en fonction de leur solvabilité. Hein. Par exemple, je prends l'exemple des médicaments à leur époque contre l'hépatite C. Les prix proposés en Inde étaient bien inférieurs à les prix proposés en France. L'Inde étant moins solvable que la France. Voilà. Donc il n'y a pas qu'une question de SMR, et donc je pense qu'il faut maintenant, il faudra quand même voir aussi cet aspect-là. Alors bon, pas avoir des prix mondiaux parce que ça me semble impossible, mais au moins européen, ça c'est clair, et arrêter d'assécher le marché des génériqueurs, parce que à force de baisser les prix sur les génériques, on va finir par les faire fermer les uns après les autres. Et je pense que ça a déjà commencé. Voilà, juste, je ne vais pas en rajouter plus. J'ai juste une petite chose, un petit point à rajouter, c'est sur les préparations hospitalières spéciales. Et je pense que c'est une bonne chose que ça a été introduit dans le PLFSS dans la LFSS de 2022. Et je pense qu'il faut vraiment le soutenir. Et actuellement, il y a des textes européens qui tentent à limiter les préparations hospitalières pour des durées de 7 jours. Et je pense qu'il est important que la France monte au créneau là-dessus, parce que ça va tuer la possibilité de faire des préparations hospitalières à l'hôpital en France. Voilà, c'est un point d'alerte. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, à l'hôpital, mais c'est ce qui nous a permis, en tout cas à l'officine, de pouvoir pallier la pénurie d'amoxicilline, hein, puisqu'ils ont pu faire des préparations magistrales à grande échelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Laurence Cohen pour une première salve de questions, et après je passerai la parole à nos collègues
qui souhaiteront vous interroger également. Oui, merci messieurs et madame pour vos propos introductifs qui ont bien balayé la problématique, même si c'est toujours sur un temps contraint et donc il faut synthétiser les propos, mais après il y a le jeu des questions et des réponses. Donc il a été dit par plusieurs d'entre vous qu'il y avait un problème de prix, notamment des génériques, et qu'à force de baisser les prix des génériques, eh bien, on avait le résultat que l'on connaît. Dans plusieurs de nos auditions, il a été fait un comparatif avec d'autres pays européens, montrant que d'autres pays européens avaient des prix plus élevés, mais que ça n'avait rien changé. Donc c'est vrai que les pénuries sont multifactorielles, et qu'il ne s'agit pas pour moi de simplifier, ni pour vous d'ailleurs de simplifier le propos, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet parce qu'il semblerait que ça ne soit pas une des solutions obligatoirement prioritaires. Ça, c'est ma première question. Vous avez été aussi plusieurs à signifier l'information insuffisante ou le manque d'informations, en tout cas en amont, anticipées, je dirais, sur les ruptures éventuelles ou les tensions d'un certain nombre de médicaments. Pourtant, normalement, l'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de vous alerter. Donc, est-ce que vous pouvez, là encore, donner un certain nombre d'éléments pour à la fois montrer les manques et en même temps faire des propositions pour les modifier? Parce que notre commission d'enquête, c'est effectivement à la fois faire un état des lieux, mais c'est surtout faire un certain nombre de recommandations pour se sortir de cette situation. Vous avez évoqué, mais vous êtes passé assez rapidement sur les conséquences des pénuries, les conséquences sanitaires de ces pénuries. Plusieurs d'entre vous ont parlé de possibilités de substitution, mais avec un certain nombre d'inconvénients. Mais dans nos auditions jusqu'à présent, c'est quand même une partie qui est très peu documentée. Nous n'avons pas réussi à avoir des éléments très précis. Je pense notamment pour les personnes qui sont atteintes de cancer. On nous a quand même dit qu'il y avait une perte de chance qui était évidente sur un nombre d'années de vie non négligeable. Donc, est-ce que vous avez plus d'éléments sur cette question? Parce que ça nous paraît important. Sur les médicaments en tension, il y a plusieurs listes qui sont, j'allais dire, concurrentes. On nous parle beaucoup des listes, mais tout le monde fait sa liste et au bout du bout, il ne nous semble pas qu'il y ait une coordination, voire un chemin pour croiser ces listes. Et il nous semble aussi que les mouvements d'intérêt thérapeutique majeurs, finalement, pour que ça soit efficace, auraient peut-être besoin d'être réduits. Parce qu'une liste trop longue, finalement, nuit à l'efficacité des recommandations. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, j'ai parlé de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, mais là, on voit que de plus en plus on avance, plus toutes les classes de médicaments sont touchées. Et tout dernièrement, là, j'ai été alertée, comme plusieurs de mes collègues et vous-même, sur une pénurie ou une tension des pilules abortives. Donc, on n'est pas là sur des médicaments, je pense, d'intérêt thérapeutique majeur, mais ce sont des médicaments qui sont extrêmement importants pour choisir de continuer à mener à bien la gestation ou pas. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Et une question encore, c'est sur le fait, le docteur Claire Siret a parlé de nécessité de campagne d'information pour que les patients ne fassent pas de l'automédication, etc., etc. Mais on a vu aussi qu'il y avait visiblement en France un problème un peu de surconsommation
de médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, il me semble que les meilleures campagnes d'information soient-elles, il y a besoin, on parle là de prévention et on parle d'éducation à la santé. Et là, c'est plus, à mon avis, une prérogative du gouvernement et du ministère de la Santé. Donc, qu'en pensez-vous? Et enfin, la dernière question, excusez-moi, j'en ai beaucoup, concerne, là encore, vous l'avez un petit peu abordé, les médicaments innovants. On voit bien là quand même que ces médicaments innovants, et c'est très bien, ne sont pas victimes de pénurie, voire de tension, mais leur prix défie, j'allais dire, toute concurrence. C'est-à-dire que, y compris, ça peut poser, et ça pose parfois, le prix, la question du tri des patients. Parce que tout le monde ne peut pas bénéficier de ce traitement. Donc là encore, qu'en pensez-vous? Et merci par avance. Docteur Juillet. Je vais essayer de reprendre un certain nombre de choses. Vous avez posé beaucoup de questions, mais peut-être une synthèse de ce qui a été dit antérieurement, en quelques mots. Donc, il est clair que globalement, il y a une tension sur l'ensemble des marchés, sur le plan mondial, sur les médicaments. Parce que la consommation augmente au niveau mondial et la production n'augmente pas à la même vitesse. C'est la première chose. Il y a deuxièmement un problème spécifique français, c'est qu'on a plus de pénurie en France que dans d'autres pays européens qui sont comparables. En particulier, les pays du nord de l'Europe, il n'y a pas de pénurie. Et d'autre part, il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures, cela a été évoqué, des mesures d'augmentation de prix au Portugal, en Espagne et au Danemark et en Norvège. Donc, il y a eu des... Alors, sur les solutions il y a du court terme et du long terme. Le court terme, c'est d'essayer de pallier la difficulté qui se pose au quotidien. Et il y a un certain nombre de produits très précis dont on sait que le problème est quand même très proche du problème du prix. Quand vous voyez qu'un traitement antihypertenseur, un diurétique comme les Hydrex est à 4,10 € pour 3 mois de traitement, vous vous dites que c'est quand même pas grand-chose. Hein. Et donc, il faudrait regarder de près, pour les produits qui sont en rupture, quel est leur prix et voir avec les pouvoirs publics ce qui se passe. Il y a également, alors là, ça c'est pour le court terme. Donc, il faudrait regarder sur les produits qui sont en tension, quel est leur prix et comment, et éventuellement s'il y a des solutions. Pour le moyen terme, on parle de relocalisation, on parle de production en France. Mais tout ceci s'inscrit dans des années et des années. Il ne faut se faire aucune illusion. Et même quand on parle du paracétamol relocalisé en France, ce sont les dernières étapes. Les premières étapes, elles sont toujours en Chine. Hein. Donc ce que fait Sequence, c'est très bien, mais ce sont les 2 dernières étapes. Les 2 premières étapes, c'est en Chine. Et il faut savoir que la relocalisation en France, ça veut dire un certain nombre de conséquences. C'est remettre de l'industrie chimique polluante, éventuellement avec des spécificités. Et il faut les accepter comme telles. Troisième point. Dans le quotidien, il faut essayer quand même de valoriser, si on fait des relocalisations, ce qui se passe en France. Or, actuellement, mon voisin a évoqué les appels d'offres, mais si vous avez 1 ou 2 centimes d'euros qui sont supérieurs, bien que ça soit une production en France, on choisit ce qui est moins cher. Donc il ne faut pas être schizophrène dans la manière dont on gère cela. Et donc, considérer des appels d'offres plus spécifiques et avec une base nationale et non plus seulement européenne, et il faut voir comment ça peut se faire sur le plan légal, mais c'est une piste qu'il faut regarder de près. Alors, maintenant, je voudrais répondre à la question concernant les patients. C'est un point tout à fait important parce que je pense qu'on n'a pas assez répondu à vos questions sur ce sujet. Le médecin, il n'est pas directement en première ligne, au premier degré, je veux dire. Il fait sa prescription et le patient, il va où? Il va à la pharmacie. Et à la pharmacie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas le médicament. Donc, le pharmacien essaie de se débrouiller d'abord tout seul. Donc, il essaie de trouver des produits. Alors vous savez qu'il y a des substitutions avec des produits qui sont importés. Il y a des autorisations d'importation spécifiques pour certains produits en rupture. L'ANSM donne des autorisations de ce genre. Sauf que récemment, exemple, le paracétamol sirop enfant est arrivé d'Allemagne avec des notices seulement en allemand.
Donc, vous voyez la tête des parents. Donc, le pharmacien est en première ligne et il essaie de se débrouiller. Quand il n'arrive pas à se débrouiller, il se retourne vers le médecin, parce que lui, il n'a pas le droit de faire la substitution thérapeutique. Là, on parle de la ville, on ne parle pas de l'hôpital. Les pharmaciens hospitaliers ont beaucoup plus de possibilités. Et donc, en ville, il est obligé de se retourner vers le médecin. Donc, ce qui est tout à fait fondamental, c'est le dialogue entre le pharmacien et le médecin et la confiance qui est établie, qui doit se maintenir, se développer entre le pharmacien et le médecin sur les substitutions thérapeutiques qui sont, dans un certain nombre de cas, nécessaires. Alors maintenant, la question que vous avez posée concernant la réalité de gens qui sont sans traitement du tout. Je pense que c'est quand même relativement exceptionnel. Je pense que si c'était le cas, ça serait sorti dans la presse, on en aurait entendu parler. On n'en a pas réellement entendu parler. Donc il y a peut-être quelques cas, mais tout à fait exceptionnels. Donc je pense que dans la plupart des cas actuellement, on arrive par des substitutions thérapeutiques à des solutions. Mais la substitution thérapeutique n'est pas une panacée. On a dit qu'on pouvait changer un sartan par un autre. On peut en théorie, mais en pratique, ce n'est pas si évident que ça. Il faut que ça soit suivi. Or, si à l'hôpital, on peut le faire parce que les médecins sont là en permanence, ça n'est pas le cas en ville. Et d'autre part, il y a tout le problème du patient lui-même. Il faut que le patient il puisse comprendre ce qui se passe et s'il y a le moindre problème, qu'il puisse immédiatement avoir un recours. Et ce recours, il est difficile. Et c'est là où il y a encore la conjonction entre le pharmacien et le médecin. Le pharmacien est d'accès beaucoup plus facile que le médecin en pratique. Et donc, le pharmacien est amené à répondre à un certain nombre de questions quotidiennes parce que le patient peut venir le voir sans rendez-vous, contrairement au médecin, c'est beaucoup plus difficile. Donc on voit sur ce sujet des patients la nécessité absolue d'une conjonction entre la profession pharmaceutique et la profession médicale, avec une difficulté qui a bien été expliquée par Madame Siret, c'est que les médecins en général sont beaucoup moins bien informés que les pharmaciens. Les pharmaciens sont en ligne directe sur ces sujets, c'est leur métier, avec les pouvoirs publics, avec la NSM, c'est beaucoup moins le cas pour les médecins et donc il y a là une difficulté. Il faudrait que les médecins puissent avoir une information plus régulière. Voilà, les quelques points que je voulais aborder pour répondre à une partie seulement de vos questions. Merci beaucoup, docteur Siret. Oui, je veux bien rebondir parce que j'ai aussi pas mal de remarques. Je vous remercie parce que vous avez fait un bon tableau de ce qui se passe. Et sur toutes les questions que vous avez posées, autant le prix pour nous c'est quelque chose d'obscur et donc on ne maîtrise pas du tout. Déjà quand les génériques sont arrivés, on n'a pas tout à fait compris en quoi ça nous arrangeait puisque les patients ont été complètement déboussolés, que ça a modifié les consultations et que pour un prix qui parfois le principe c'était aussi peu cher et donc les prix avaient été baissés, on n'a pas tout compris. Donc ça, on a l'impression quand même que ça nous échappe et que parfois finalement c'est pas le sujet et qu'on se demande si la santé publique doit payer pour ce prix-là. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le conditionnement. On se demande s'il ne faudrait pas qu'on délivre au nombre de comprimés utiles. On se dispute sur des boîtes à 28 comprimés, des boîtes à 30 comprimés, et on est toujours dans ces histoires de boîtes à rattraper, qu'il faut faire une nouvelle prescription et parfois une nouvelle consultation. On se dispute aussi, on parlait du Doliprane. Le Doliprane sirop, c'est une pipette qui a extrêmement peu de kilos. Donc en fait, il vous faut un nombre de flacons énorme parce que les enfants aiment bien le sirop puisqu'il a un bon goût. Et donc à 12 ans, parfois, vous avez encore du sirop et vous avez des tout petits flacons. On ne comprend pas qu'il ne puisse pas y avoir d'autres modes de conditionnement qu'un petit flacon avec 8 kilos. Je crois que c'est 8 kilos la pipette. Enfin bref. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui au quotidien nous perturbent beaucoup. Vous avez par exemple le Doliprane en 300 mg en sachet qui est pris en charge, mais si c'est le conditionnement sirop sous forme extrêmement pratique pour les mamans, il n'est pas remboursé. Ça aussi, ça nous pose des questions. Voilà, donc on est plutôt dans le pratico-pratique. Sur l'information, j'y reviens. C'est extrêmement dommageable que le médecin ne soit pas préalablement averti des pénuries. Oui, bien sûr, il y a le site de la NSM, mais encore une fois, quand est-ce qu'on le fait? À quel moment on doit y aller? Est-ce que c'est tous les jours, 3 fois par jour? C'est pas possible. Concrètement, on a déjà du mal à tout gérer. Il faut être honnête. Il faut qu'aujourd'hui, on nous facilite l'information. Et si l'application smartphone fait sourire, nous, on pense que c'est le meilleur moyen de communication, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, communiquer vers les médecins est devenu un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mails, ils n'en veulent plus. Les journaux, ils ne les lisent pas. La télé, ils n'en écoutent plus. Donc, ils sont saturés. Donc, il faut une information directe, efficace, qui donne les bons éléments. Et qu'est-ce qu'on a besoin? La durée, j'ai les 3 éléments, c'est important. Hein. C'est la durée de la pénurie, la raison de la pénurie, et puis les substitutions possibles. Et donc, il faut qu'on soit
pratique et efficace. Et cette information, je suis désolée, il est dommage que ce soit le pharmacien et pire, le patient qui nous avertisse, parce que ça serait beaucoup plus intelligent qu'on prescrive tout de suite pour le pharmacien le bon médicament pour que ça lui évite de nous appeler alors que nos standards sont surchargés et qu'il n'arrive pas à nous joindre, que donc il démissionne, il va donner quelque chose, il va renvoyer le patient à la secrétaire pour dire allez voir votre médecin pour ce qu'on peut faire. On est dans des cas pratiques d'impossibilité de se contacter, c'est pas par manque de volonté, c'est parce qu'aujourd'hui tout est saturé. Les conséquences sanitaires de ces pénuries, elles sont dramatiques. Hein. C'est un problème majeur de santé publique. Pour adhérer à son traitement, un patient doit être en confiance. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Et quand vous avez lui dire, ben oui, vous avez peut-être une infection virale, mais vous revenez me voir dans 3 jours parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner d'antibiotiques. Il n'y en a pas, il y a des pénuries, et puis on n'est pas très sûr que ce ne soit pas viral. Vous ne pouvez pas avoir un discours comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une proposition de la NSM qui dit, pour toute suspicion d'angine avec de l'amoxicilline, le pharmacien demandera à son patient si c'est bien une angine qui devait être soignée, et si le médecin n'a pas fait le TROD, eh bien il le fera et donnera pas l'amoxicilline si le TROD est négatif. On ne peut pas travailler comme ça. C'est remettre en question la capacité du médecin à faire son diagnostic, et c'est donner des responsabilités au pharmacien qui, à mon avis, le dépassent. Mais cela n'engage que moi, médecin généraliste. Voilà, sur la liste trop longue, oui, il y en a plein des médicaments. On ne sait plus quoi faire pour proposer des tas de choses à des patients, alors que finalement, peut-être que 2 ou 3 médicaments dans une classe suffiraient, mais l'ordre, bien évidemment, ça ne lui appartient pas. Et puis, si la médecine est devenue une consommation, un service, quelque chose qu'on peut consommer comme on en a envie, c'est fort dommage et nous essayons de lutter contre cette image. Sur les médicaments innovants, je n'aurai pas trop de retour à vous faire, bien évidemment. Je pense qu'ils sont importants. Pour le reste, cela ne nous appartient pas. Voilà, je pense que j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais sur l'antibiotique et les pénuries, on n'a pas parlé d'antibiorésistance. C'est-à-dire que quand vous switchez l'amoxicilline pour autre chose, vous rentrez dans l'antibiorésistance et toutes ces problématiques autres de santé publique qui sont dramatiques. Merci beaucoup, docteur Léglise. Oui, juste une petite remarque pour l'angine. Il n'y a pas que l'amoxicilline. On peut prescrire des macrolides aussi, mais bon. Ça, on est d'accord. On est d'accord. C'était le sujet quand même. Ouais. Bon, alors sur le sujet des... Oui, mais bon, juste pour les prix. Quand un médicament dont le prix est fixé à 2 centimes d'euros le comprimé, vous imaginez bien que c'est en dessous du prix de revient industriel, honnêtement. Hein, je reprends l'exemple de M. Besset qu'il a donné avec la Levothyrox 25. Alors les prix qu'il a annoncés, c'est pas vraiment ça. Mais si on prend le Levothyrox 25, c'est 2 centimes d'euros le comprimé. C'est pas possible. Donc c'est évident que c'est en dessous du prix de revient, et c'est évident que l'industriel qui vend la Levothyroxine 25 en France, il perd de l'argent. C'est évident. Voilà. Et donc à un moment, il faut payer le vrai prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le jour où on paiera le vrai prix sur ces médicaments-là, je pense que les médicaments innovants coûteront moins cher. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir un rééquilibrage. Mais là, tout ça, c'est l'effet... Alors, je vais juste faire une petite digression. C'est un peu l'effet pervers de l'Ondam, de l'enveloppe fermée de l'Ondam. C'est-à-dire qu'on ferme l'enveloppe, donc on ne doit pas dépenser plus que ça en médicaments, donc on tire les prix au plus bas. C'est pareil pour les hôpitaux. On baisse les tarifs de la T2A. Alors là, on a de la chance, ils ont été un peu maintenus, mais pendant des années, ils ont baissé, ce qui fait que les hôpitaux ont été de fait en déficit chronique structurel. Donc voilà. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question de revoir le financement de la santé en France, quoi, tout simplement. Il faut arrêter avec et donc financer en fonction des besoins et pas en fonction d'une enveloppe. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à mes collègues. Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente. Merci Madame, Messieurs pour vos interventions. Alors très intéressant. Du coup, j'aurais plein de choses à dire, des remarques, des questions. Alors je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, ça ne serait pas sympa pour mes collègues. Je vais essayer de faire très court.
merci d'avoir parlé de l'Ondam, parce que c'est quand même le cœur du sujet. En tout cas, c'est parce qu'on a une sécurité sociale, parce qu'il y a des objectifs de dépenses d'assurance maladie, peut-être qu'on en est là aussi, et vous l'avez évoqué, en moyenne, allez, 1 milliard d'économies sur le médicament chaque année, et depuis 3-4 ans, 1 milliard d'économies sur le dos de l'hôpital. Et pour parler que des derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc effectivement, une demande mondiale qui augmente, et d'un autre côté, nous sommes contraints, en France, par notre système de solidarité que représente la sécurité sociale, à essayer de contraindre les prix, et vous l'avez bien décrit. Alors du coup, je reviens à votre proposition. Comment vous imaginez qu'il puisse être possible d'avoir un prix régulé européen? Tous les pays n'ont pas un système qui est équivalent au nôtre. Tous les pays n'ont pas une sécurité sociale généreuse, solidaire, comme la nôtre. Comment, à un moment donné, de votre point de vue, vous pouvez imaginer qu'on puisse avoir un prix européen qui soit régulé? Est-ce que, sur les appels d'offres, alors je partage complètement ce que vous avez dit sur les conséquences néfastes des appels d'offres nationaux, des appels d'offres, donc on va mettre nationaux, ce sera mieux, voilà, merci, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que la bonne taille, c'est vraiment régional, ou est-ce qu'il faudrait le faire au niveau des GHT? Je ne sais pas, c'est une question. Ou est-ce que ça serait trop lourd en termes de processus d'appel d'offres à gérer au sein d'un GHT, mais peut-être que ça diluerait un peu plus l'impact que vous avez très bien décrit. Question pratique, docteur L'Église, comment avez-vous communiqué avec les médecins de l'hôpital? Est-ce que c'est par simple messagerie? Est-ce que c'est des réunions d'équipe? Est-ce que voilà, comment vous avez informé les médecins des tensions ou des ruptures d'approvisionnement que vous connaissiez dans votre pharmacie? Et je reviens effectivement à l'information, et trop d'informations tue l'information. Nous sommes tous abreuvés d'infos. Est-ce qu'au niveau de l'ordre des médecins, l'ordre national, vous avez eu discussion avec l'ordre national des pharmaciens, qui ont un système d'information qui est le DP Rupture, qui est, à mon avis, très intéressant en termes d'information. Une remarque à titre personnel, je regrette une chose, mais je ne sais pas si les industriels seraient en mesure de nous la donner. C'est une date prévisible de réapprovisionnement. Nous n'avons pas tout. Alors, nous avons la cause de rupture quand c'est un problème sur la fabrication, sur la chaîne, ça on l'a. La demande mondiale, évidemment, mais nous n'avons jamais, quasiment jamais, de date prévisible de réapprovisionnement. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez connaissance de cela? Est-ce que vous pensez qu'au niveau des industriels, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, tout en sachant que si la demande mondiale continue et que les prix sont plus intéressants pour les labos, il y aura des fabrications de médicaments et ils ne seront pas vendus sur le territoire français. Enfin, une remarque, parce que je vais arrêter. Juste une remarque sur le déconditionnement des médicaments. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Ça a été expérimenté. Quand le pharmacien délivre un traitement antibiotique pour 7 jours, conformément à la prescription, on adapte, en tout cas, si c'est 6 jours, alors qu'on a des boîtes de 14 comprimés à 2 par jour, on va dire de terminer la boîte. Sauf que si le patient arrête pour 3 jours, vous aurez délivré vos 12 ou vos 14 comprimés. Le patient qui arrêtera au bout de 3 jours de traitement, il arrêtera au bout de 3 jours, il en restera toujours. Vous avez raison sur les antibiorésistances, évidemment. Autre inconvénient, et j'en viens sur l'intérêt des patients, parce que c'est quand même eux qui sont au cœur du problème, enfin en tout cas qui portent les conséquences de tout cela. Même quand on fait une substitution, et pour des patients, même, j'allais dire peut-être surtout chroniques, qui ont l'habitude d'avoir à la boîte avec écrit en bleu et le filet jaune en bas ou ce que vous voulez, même si vous donnez un équivalent thérapeutique, etc., et que la boîte change de couleur et qu'ils ont encore 2-3 comprimés chez eux parce que c'est un traitement chronique, eh bien là, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie pour qu'il n'y ait pas des doubles prises, pour qu'on n'ait pas des risques à la fois d'iatrogénie et de surdosage, parce qu'on aura pris le médicament qu'on prend d'habitude et on prend le nouveau qui a été délivré alors que c'est le même. Voilà, il y a tous ces... Et là, je pense que les pharmaciens et les médecins seront... il faudra qu'on y mette tous de la bonne volonté pour informer, à vous donner la bonne information aux parents, aux patients, et les alerter sur le risque d'erreur de prise ou de surprise
à cause d'un changement de conditionnement, tout en sachant que le traitement sera le même et aura été bien délivré. Donc il y a tous ces problèmes qui sont des effets, des conséquences des substitutions de médicaments. Voilà. Je m'arrête là, mais je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne. Alexandra Borchio-Fontimp. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos propos liminaires, Mesdames et Messieurs. Je voulais vous interroger sur 2 points plus précis. D'abord, dans son étude sur la fracture sanitaire en France, qui a été publiée en novembre 2022, l'UFC Que Choisir dresse le constat accablant, cependant connu bien sûr, du difficile accès aux soins de nos concitoyens, puisque 1,7 million de Français se trouvent dans un désert médical. Les Français, on le sait, sont des consommateurs assez importants de médicaments, puisque plus de 400 millions de boîtes sont délivrées par an. Probablement, beaucoup les utilisent mal. Ainsi, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'existence d'un potentiel lien de causalité entre déserts médicaux et mauvaise consommation de médicaments. Autrement dit, pensez-vous que la pénurie de médecins dans certains territoires ait un impact réel sur la pénurie actuelle de médicaments? Et puis, je voulais enfin évoquer avec vous un deuxième point. Avec ou sans ordonnance, plus de 40% des Français consomment des médicaments au quotidien. Alors, on vient d'en parler, hein, les pharmacies, bien sûr, constituent l'accès premier aux médicaments. Cependant, une enquête réalisée par YouGov en 2018 a mis en lumière le recours à l'achat de médicaments en ligne, puisque plus de 15% des Français auraient déjà acheté des médicaments par ce biais. Et puis, 20% des Français qui n'ont pas encore effectué d'achat pharmaceutique sur le web envisagerait de le faire dans le futur. Donc ma question est la suivante. Avez-vous le sentiment qu'il existerait aussi un possible lien de cause à effet entre l'automédication dont font usage les Français et la pénurie de médicaments? Je vous remercie. Émilienne Poumirol. Oui, merci à tous. Moi, je voudrais revenir sur le problème du prix parce qu'il revient au fil des éditions très régulièrement. Et vous avez insisté, monsieur, enfin, vous l'avez évoqué sur le fait du problème que pose effectivement l'ONDAM, et qui augmente d'ailleurs moins vite que le coût de l'inflation et qui a entraîné un certain nombre de dérives parce qu'on ne met pas assez de moyens. La clause de sauvegarde était née du fait de dire que c'était du gagnant-gagnant. On diminuait le prix des médicaments qui étaient délivrés en grande quantité, etc., donc des prix des médicaments matures. Et à contrario, cela permettait de donner des prix intéressants sur l'innovation. Or, on voit qu'il y a une dérive extrêmement importante, puisque, effectivement, les prix des produits matures ou très matures frisent, vous venez de le dire, j'allais dire presque le ridicule, à 2 centimes le comprimé. Mais on a par contre des prix de médicaments innovants extrêmement chers. On parle de 1 million d'euros, 2 millions d'euros récemment pour un traitement, enfin pour les thérapies géniques. Et là, personne ne parle de réguler ce prix-là. Et moi, ça me choque parce que je trouve que on a reçu l'industrie pharmaceutique, on entend les laboratoires toujours se plaindre du prix trop bas des médicaments. Ils ne parlent jamais du prix excessif des médicaments innovants et nous n'avons aucune transparence sur les modalités de fixation des prix, et en particulier de ces médicaments innovants. Alors, est-ce que vous avez, vous, des propositions qui nous permettraient d'améliorer cette transparence ? D'abord, que pensez-vous de la nécessité d'une transparence sur ces prix? Et puis, comment pourrait-on réguler ces prix pour qu'on n'ait plus ce différentiel? Parce que, effectivement, quand on a une thérapie génique à 1 million d'euros, on comprend bien que Sanofi nous ait dit un jour, alors c'était pas sur ce sujet, sur cette mission, mais c'était au cours d'une autre audition, qu'ils abandonnaient la recherche en chimie parce que la recherche en thérapie génique était beaucoup plus intéressante et rapportait beaucoup plus. Et on le comprend, il faut vendre beaucoup de boîtes de paracétamol pour arriver au prix d'une seule injection de thérapie génique. Donc, comment, à votre avis, peut-on agir sur cette transparence et comment peut-on, j'allais dire, limiter ou juguler les appétits des grands big pharma qui n'ont plus de limites? Vous avez évoqué le fait de la différence entre l'Inde et la France, c'est choquant. Ok, et donc moi je vais poser mes quelques questions et après je propose un tour de réponse.
Parmi les recommandations que vous préconisez tous, il y a l'information auprès du médecin. Et donc, quelle solution vous proposez? On a eu l'époque des DGS urgents qui sont moins fréquents là, mais à une époque, on en a eu 4, 5 par jour. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un véhicule ad hoc? Parce que pour le coup, c'est lu quand même par les médecins, un véhicule ad hoc pour informer des pénuries. Est-ce que vous avez du retour sur le terrain des différences de répartition territoriale des pénuries? Parce que voilà, d'un territoire à l'autre, c'est pas les mêmes pénuries, parce que ça dépend de la répartition en fait et des fournisseurs. Et donc du coup, ça relativise un peu les alertes sur les pénuries, parce qu'il y a, enfin, on entend régulièrement parler de certaines pharmacies qui ont certains médicaments, celle d'à côté n'a pas. Les hôpitaux, c'est un peu la même chose. Et donc, comment vous voyez, comment on pourrait réguler cette différence ou cette perte de chance d'un territoire à l'autre entre les patients? Je vais revenir sur les médicaments de remplacement. Vous dites on peut remplacer un inhibiteur calcique par un autre inhibiteur calcique. Dans les faits, c'est pas si simple sur les traitements chroniques. Voilà, à l'hôpital, c'est bien. On peut suivre les effets secondaires. On peut border la prise médicamenteuse. Quand le patient repart avec un médicament qui n'est pas celui qu'il a d'origine sur un traitement chronique, le risque iatrogène est important. Et secondo, on a des effets liés à la pharmacocinétique, entre autres, qui font qu'on n'a pas forcément la même qualité de traitement sur des maladies chroniques. Donc, comment est-ce que vous avez, alors hors hôpital, bien sûr, est-ce qu'il y a une réflexion d'un package pour accompagner simplement les patients et les aider, hormis ce que transmet le pharmacien au comptoir, mais qui est parfois, si ce n'est oublié, en tout cas moins maîtrisé une fois rentré chez soi avec sa boîte. Et donc, ça fait partie des effets secondaires et du coût des pénuries de médicaments. On a d'ailleurs demandé à la CNAM de nous estimer ce coût-là. Et puis revenir sur les appels d'offres nationaux, avec un conseil d'appel d'offres régionaux. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur ces appels d'offres nationaux, sur quel type de médicaments ils portent. Est-ce que c'est fait de façon régulière ou exceptionnelle? Vous avez parlé des dispositifs médicaux, mais en matière de médicaments, je voulais avoir des précisions là-dessus. Et pour terminer, comment vous pensez qu'on pourrait, créer une solidarité hôpital médecine libérale et pharmacie d'officine pour pouvoir avoir des stocks communs? C'est une question, hein. Mais la question se pose à un moment pour que des stocks communs et qu'il puisse y avoir, j'allais dire, un transfert de l'hôpital vers l'officine quand c'est nécessaire, puisque certains médicaments, notamment des anticancéreux de suivi de cancer, se font à domicile et pas à l'hôpital. Voilà. J'arrêterai là. Sur le déconditionnement, je pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut que ça sorte des problèmes liés aux branches professionnelles et qu'on arrive à trouver une solution ad hoc pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Je peux commencer. Juste, oui, je suis désolé parce que je vais être obligé de partir. Donc, concernant le prix européen, en fait c'est simple. Enfin, je pense que c'est simple. Il suffit de fixer des prix sur des critères objectifs, tout simplement. Hein. J'ai cité tout à l'heure le prix de revient industriel. Voilà, le prix de revient industriel, c'est quelque chose de très objectif. Ensuite, pour les médicaments innovants, bien évidemment qu'il faut intégrer la recherche, le recherche et développement. Donc je pense que c'est très facile, quand on connaît la durée de vie. Par exemple, si on a payé très cher les médicaments contre l'hépatite C, c'est parce qu'on savait qu'on allait guérir définitivement l'hépatite C. C'est pour ça que ça a été payé. C'est pour ça qu'on a payé cher. Hein, parce que la durée de vie du médicament, elle était très courte.
Parce que donc fallait que l'industriel puisse s'y retrouver dans son truc. Mais par contre, ce qui n'était pas normal, c'est que le prix était variable en fonction de la solvabilité des États, quoi. Donc voilà. Donc faut voir. Ça c'est voilà un peu sur les prix européens. Je vais passer aussi à la dispensation à l'unité. Honnêtement, on pourrait le faire, mais il faut que les conditionnements soient adaptés. Alors, mais attendez, moi, actuellement, c'est impossible de faire à l'officine comme à l'hôpital. Enfin, si, à l'hôpital, on le fait, puisqu'on le fait. Non, on le fait, mais au prix d'un travail semi-industriel. C'est-à-dire qu'on surétiquette tout, ou on suremballe tout avec des robots. Les officinaux ne sont pas du tout équipés pour ça. Donc là, il faut que... Moi, je me souviens, il y a une époque, alors bon, je vais dire un gros mot, mais les laboratoires Servier faisaient du conditionnement unitaire, faisaient des blisters unitaires. Hein. Ça, c'est terminé, mais bon, c'est peut-être pas écologiquement entendable, mais avec ce type de conditionnement, on peut faire de la délivrance à l'unité. Il n'y a pas de souci, puisque toutes les informations sont sur le médicament. D'accord ? Donc là, à un moment donné, nous, ça fait des années à l'hôpital qu'on demande des conditionnements unitaires. Il n'y a que la moitié des médicaments qui sont sur le marché qui sont en conditionnement unitaire. Donc déjà, imposons un peu, enfin, faut faire un travail sur ce sujet-là. Parce que, et le problème, c'est que... Et c'est vrai que les marchés sont pas forcément en Europe, sont pas forcément les mêmes. Il y a des États qui te demandent plutôt d'avoir du vrac. Donc donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Mais moi, honnêtement, déconditionner, mettre des petits comprimés dans des sachets et machin, comme ça se fait aux États-Unis, honnêtement, c'est pas entendable. Enfin voilà. Ah, les blisters, parce que c'est du plastique. En fait, on consomme énormément d'emballage. Si dans le blister unitaire. Oui, c'est ça le problème en fait. Hein, ensuite, comment je préviens les médecins ? Moi, je les appelle au téléphone. Hein. Simplement, je dis, là, on est en rupture, faut modifier la prescription. Voilà ce que je te propose, et puis voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, je n'ai pas de... Voilà, on est encore humain. Voilà, et... Bon, concernant le DP rupture, j'en ai pas grand-chose à dire parce qu'à l'hôpital, c'est compliqué avec nos systèmes d'information. On a du mal à interfacer avec. Et puis les contingentements. Vous avez évoqué ça, oui. Alors déjà, il existe déjà des dispositifs pour les médicaments importés. Enfin, souvent, les médicaments qui sont importés pour compenser une pénurie sont autorisés sur le territoire français uniquement par le biais des pharmacies à usage intérieur, par l'hôpital. Donc c'est contingenté à l'hôpital et ces médicaments sont rétrocédables. Hein, donc là, ça oblige, voilà, sans les officines, et ça oblige les patients à venir à l'hôpital. Ça, c'est un dispositif qui existe, mais le problème des contingentements, en fait, on le connaît tous. Hein, c'est-à-dire que le problème, c'est que les contingentements, ils sont évalués en fonction de nos historiques de consommation. C'est-à-dire que le laboratoire dit, voilà, vous consommiez tant, bon, on vous donne tant, voilà, mais en fait, c'est jamais adapté à nos réels besoins. Hein, donc voilà. Les appels d'offres nationaux, c'est tous les médicaments qu'on peut acheter par appel d'offres. Donc c'est les génériques. C'est rarement les médicaments innovants. Tout ce qui est médicaments de monopole ne font pas l'objet d'appel d'offres en fait. Hein, ils font l'objet de marchés négociés. Voilà. Et donc ça contribue, hein, l'appel d'offres nationaux, donc ça pèse essentiellement donc sur les génériqueurs. Et donc, c'est pareil, hein, les génériqueurs, donc avec les appels nationaux, on assèche les génériqueurs et la clause de sauvegarde, elle pèse essentiellement sur les génériqueurs. Ils ne font pas d'innovation, donc ils ne peuvent pas compenser. Voilà. Okay.
Très bien. Merci beaucoup. Docteur Juillet. Après, Alors, quelques points rapides. Premièrement, on s'est réparti la tâche, il va dire des choses différentes de moi. Moi, je vais répondre sur 4 points. Le conditionnement, c'est une fausse bonne idée, parce que, en fait, ça a été un progrès énorme sur le plan industriel pour la qualité des produits délivrés, pour la sécurité, pour la conservation. Si vous avez des produits qui sont dans des sachets, c'est n'importe quoi. Et surtout pour l'observance pour les patients. Vous voyez un patient qui est âgé, qui a 3 c'est un minimum, 4 x 4, 5 médicaments différents, et qui aurait ces 5 petits sachets qu'il faudrait qu'il retrouve. Tout à l'heure, on parlait des gélules de telle ou telle couleur. C'est ingérable et c'est excessivement dangereux. Donc c'est très bien en théorie, mais en pratique, ça n'est pas gérable. La dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le conditionnement, il n'est pas libre. Le conditionnement, il est fixé. Le conditionnement, il est fixé par la commission de transparence, c'est-à-dire en fonction de la durée de traitement. Alors en effet, c'est 28 jours ou un mois en fonction des... Et donc ce sont pour des traitements qui sont des traitements qui se prolongent. Hein. Donc ça, c'est un point qui est très important, parce qu'on en parle très très souvent dans ce genre de discussion. Mais en fait, à l'arrivée, et vous l'avez dit tout à l'heure, les expérimentations ont montré les limites de cette proposition. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est les achats en ligne. Alors, les achats en ligne, ils existent. Ils sont assez faibles. Ils sont faibles en France parce que justement, le médicament, il est d'abord remboursé. Donc, on ne voit pas pourquoi les gens iraient acheter sur Internet pour payer quelque chose que par ailleurs, ils se font rembourser. Donc, ils y vont relativement peu. Ils y vont pourquoi ? Pour acheter des médicaments qu'ils ne veulent pas ou ils n'osent pas acheter chez leur pharmacien. Donc essentiellement, les traitements contre les troubles de l'érection, les anorexigènes, tout ce genre de produits, et à la limite, vous voyez, les anabolisants, les gens achètent ce genre de choses et se les font envoyer par petites enveloppes Kraft, qui sont d'ailleurs très souvent saisies par les douanes, parce que ce sont souvent des produits qui sont interdits en France. Le troisième problème qui se pose pour les produits en ligne, c'est que ce que vous achetez, vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc il y a tout le problème des faux médicaments. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est un problème qui est très très important dans certains pays. En France, on a la chance d'avoir un système entre la chaîne et qui fait que, y compris à l'hôpital, que les choses se passent bien et il n'y a pas de faux médicaments, contrairement à d'autres pays. Donc, le Conseil de l'ordre des pharmaciens a mis en place un système où les pharmacies qui peuvent vendre des médicaments sont listées. Donc, vous pouvez aller sur le site du Conseil de l'ordre et vous voyez les pharmacies qui, en France, ont le droit de vendre des médicaments en ligne. Et ce sont seulement des médicaments d'automédication, pas des médicaments de prescription. Voilà sur ce point. Troisième point, c'est sur un point très important dont on parle relativement peu, c'est l'observance. Tout à l'heure, vous parliez d'augmentation de grande consommation. Les gens achètent des médicaments, ce n'est pas pour ça qu'ils les consomment. Vous savez qu'il y a seulement la moitié des médicaments qui sont pris. Ce qui fait que quand une petite grand-mère décède, on trouve dans sa commode, comme moi j'ai vu pour ma grand-tante quand elle est décédée, une commode entière avec des tiroirs remplis de médicaments achetés, non consommés. Donc, ce sur quoi il faut réellement insister et essayer de travailler, y compris dans le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est l'observance thérapeutique, c'est-à-dire que les gens prennent réellement les traitements qui leur sont prescrits et qui leur sont délivrés. Or, la substitution, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la substitution générique est déjà difficile à gérer, mais la substitution thérapeutique est encore plus difficile et les gens sont donc inquiets, et quand ils sont inquiets, ils ne prennent pas leurs médicaments. Enfin, dernier point, juste un commentaire sur les prix européens. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est aussi une idée un petit peu utopique, dans la mesure où chaque pays a son système de protection sociale et chaque électeur dans chaque pays pense qu'il a le meilleur système de protection sociale et il ne veut pas en changer. Donc on n'aura pas de prix européen à cause de ça. Très bien. Après, ça peut être sur la liste limitative décidée et consentie entre tous les médecins, entre tous les pays pour les médicaments critiques. Professeur Tillemont. Et je terminerai avec le docteur Siré. Il y a eu beaucoup de questions. Je vais répondre sur trois d'entre elles. La première, c'était celle des relations entre les deux académies, pharmacie et médecine, et de façon générale, entre les relations entre médecins et pharmaciens. Elles sont excellentes, permanentes. Je viens de signer un rapport sur les praticiens étrangers qui veulent exercer en France. Bon, c'est un rapport qui est commun
aux médecins, aux pharmaciens et aux dentistes. Et si vous n'étiez pas complètement convaincu, je vous dirais que mon voisin qui représente ici l'Académie de médecine est l'ancien président de l'Académie de pharmacie. Bon, je crois qu'on ne peut pas avoir de meilleures preuves. Bon, donc ce problème est réglé. Maintenant, Madame la rapporteure, je crois que vous avez posé la grande question, et la question qui est la plus difficile. Qu'est-ce qui est véritablement indispensable? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui avoir une liste? Or, c'est extrêmement difficile. Je pense que quand on a fait les EMI-TM, c'était très habile. On a demandé aux industriels quels étaient les médicaments qu'ils commercialisaient et qui étaient d'un intérêt thérapeutique majeur. Bon, la réponse était évidente, mais c'était aussi habile, parce que c'était leur confier le bébé. Leur confier le bébé dans la mesure où, bon, vous considérez que votre médicament est un médicament majeur, bon, ben, faites en sorte qu'il arrive. Donc, méfiez-vous, les stocks, enfin, si vous voulez, toute l'intendance a été passée du côté des industriels. Maintenant, c'est un problème, ce problème de la liste de médicaments, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le problème, c'est qu'elles ne se ressemblent pas. En particulier, bon, nous travaillons à l'heure actuelle sur ce sujet. Je n'ose pas vous donner de conclusion parce que c'est vraiment très difficile. Et puis, l'Académie n'a pas les moyens techniques de mettre la liste en place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec la DGS et qu'on va travailler avec la NSM sur ce sujet. Mais bon, qu'est-ce qui est véritablement indispensable? Et on a mis le doigt sur les problèmes de substitution. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La substitution, elle est vraiment très, très imparfaite. Alors, en gros, je crois qu'on devrait réussir à avoir 200, 250 médicaments en principe actifs. Hein. Bon. Et moi, il me semble qu'une des solutions, ça serait d'abord de dire quels sont les principes actifs indispensables. Parce que, comme je l'ai mis sur une des diapositives, nous avons des façonniers, nous avons une industrie pharmaceutique qui est capable finalement, techniquement, de faire des médicaments qu'au départ, elle n'exploite pas. Si on a les principes actifs, on peut faire des médicaments en France. Bon, et d'autre part, le collègue hospitalier, c'est dommage qu'il soit parti, mais écoutez, on a vu avec l'amoxicilline, ils sont tout à fait capables de faire des médicaments en cas de pénurie. Pour l'amoxicilline, ben, ils ont rempli des gélules. C'est quand même pas... C'est un travail qu'on sait faire quand on est pharmacien. Et donc, ben oui. Bon, je crois que c'est quand même une possibilité. Donc, si vous voulez, pour moi, la liste, ce n'est pas la liste des médicaments, hein, c'est la liste des principes actifs. Et pour certains médicaments, oui, c'est une liste, les préparations injectables. Je crois que c'est comme ça. Alors, l'autre point aussi, je voulais vous dire, c'est que les médicaments d'innovation, ça nous gêne beaucoup. Ça nous gêne beaucoup parce que, je vais poser une question très provocatrice. Est-ce que l'innovation correspond à un progrès? Oui. C'est pour ça que je pense que les médicaments d'innovation, on pourrait peut-être les recevoir sous condition. S'il présente un progrès, oui, d'accord. S'il n'en présente pas, ben, si vous voulez, il y a deux aspects. Une innovation, ça peut être fantastique en matière de recherche, ça peut être un papier dans Nature, ça peut même aller au prix Nobel. Est-ce que ça correspond véritablement? Est-ce que c'est un concept qui est génial? Est-ce que ça correspond à un progrès thérapeutique? Ce n'est pas évident. C'est pour ça que moi, je dois dire que quand je vois maintenant les innovations santé, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà les quelques points que je voulais signaler. Merci beaucoup, professeur. Docteur Ciré. Je vais revenir sur quelques petits points quand même, sur le conditionnement des boîtes à 28 dans le traitement chronique et des boîtes à 30. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça pose quand même des soucis pratiques. Deuxièmement, l'intérêt de savoir ce que c'est comme médicament. Nous, en pratique, nos patients nous disent, avec le nom de DCI, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. L'amoxicilline, encore, ça commence à entrer dans les chaumières, comme on dit, mais c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être qu'on pourrait envisager un pictogramme qui nous dit c'est pour le cœur, c'est pour le poumon, je ne sais pas.
envisager un symbole, quelque chose qui nous aide à expliquer aux patients, que, effectivement, ça, c'est pas un antibiotique, ça, c'est plutôt pour le cœur, etc. Parce que concrètement, on est tout le temps en train de réexpliquer une ordonnance, notamment quand on fait des substitutions. Et ça prend du temps, mais on a le temps et il faut le faire. La pénurie de l'offre de soins est-elle responsable d'une pénurie de médicaments? Je crois que j'ai eu une question comme ça. Je crois que c'est une question comme ça. Évidemment, je pense que sur tout ce qui est prescription, si vous n'avez personne pour les prescrire, il va y avoir forcément une pénurie de traitement des gens. Et quand on voit la quantité de médicaments non remboursés vendus en pharmacie, en dehors de tout ce qu'on prescrit, on se dit que quand même les gens sont prêts à dépenser pour être soignés et que quand on ne prescrit plus, c'est une vraie perte de chance. Sur l'automédication, moi je suis désolée, je pense qu'il faudrait que le conditionnement, encore une fois, à ce moment-là, puisqu'on ne peut pas le faire au comprimé, j'ai bien entendu toutes les réflexions, revenons vers ce que les durées de traitement des sociétés savantes. Et puis que tous les laboratoires qui font de l'amoxicilline aient le même conditionnement. C'est-à-dire 14 comprimés, si c'est 14 comprimés qu'il faut pour traiter une angine, je dis n'importe quoi, c'est pas ça. Mais voilà, il faudrait peut-être à ce moment-là remettre un copier-coller entre ce que disent en termes de durée pour telle pathologie les sociétés savantes, pour que les boîtes soient délivrées à bon escient. Parce que moi je suis désolée, oui, les gens ne prennent pas leurs médicaments 7 jours, alors donnons 6 jours, mais les 3 comprimés qui vont rester, ils vont additionner les boîtes et puis après ils vont les prendre tout seuls. Il y a une forte part d'automédication de par la pénurie d'offres de soins. Et cette automédication, elle est dangereuse. Le DGS urgence était extraordinaire, mais nous n'avions qu'un problème à gérer, le Covid. Mais on a été saturé. Donc le mail, maintenant, on n'en peut plus. Sauf que quand même, c'était extrêmement bien. Et moi, je pense que l'alerte, elle doit nous venir. Je suis désolée, ce n'est pas de la flemme. C'est qu'on a tellement de sollicitations qu'il faut qu'elle nous vienne. Et je pense qu'il y a une piste extrêmement importante, puisque vous savez que maintenant, on va voir, par les outils numériques, on va envoyer les ordonnances aux pharmaciens. Il serait peut-être intéressant qu'il y ait un retour pour nous dire alerte, ce médicament est en rupture, alerte, il va y avoir. Je pense que par les moyens d'outils numériques, on peut obtenir une alerte qui soit automatique et qui limite nos contacts non fort agréables avec les pharmaciens, mais qui s'oppose à, encore une fois, nos lignes saturées et nos exercices saturés. Voilà. Et je pense que par le biais des logiciels d'aide à la prescription, on doit pouvoir obtenir quelque chose. C'est une piste vraiment à développer. Sur le prix, la transparence est importante, on l'a vu avec les génériques. Les gens n'ont rien compris. Et ils ne savent pas pourquoi. On leur a imposé des choses. Et je crois que les gens ont le droit de savoir le prix que ça coûte et combien la sécurité sociale... D'abord, ce n'est pas gratuit, les médicaments. Il faut qu'ils sachent combien ça coûte. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on fait du tiers payant en consultation, moi, j'explique souvent que ce n'est pas gratuit. Parce que la notion de gratuité, quand même, favorise la dépense. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Mesdames, Messieurs, je vais lever la séance en vous remerciant encore de la qualité de vos réponses. Nous vous ferons parvenir un questionnaire complémentaire et je vous remercie d'apporter des réponses écrites circonstanciées que nous allons vous adresser et d'ajouter dessus les éléments que vous jugez utiles pour faire avancer nos travaux. En ce qui concerne les pénuries, on voit bien que c'est un sujet très complexe, multifactoriel, mais les tables rondes prescripteurs et dispensiateurs et aussi prescripteurs, parce que les pharmaciens ont une autonomie, montrent bien que le sujet du terrain n'est pas exactement le sujet de l'hôpital, par exemple, et qu'en ce qui concerne les pénuries, on est dans une dimension qui amène encore plus de complexité. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.